on va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. De donner les moyens, d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition et j'abonde. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Bonjour à tous, je suis Marion Lemonnier et en partenariat avec la Ferme Digitale, je vous présente le 5e épisode de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Après avoir traité des enjeux de la méthanisation dans le dernier épisode, je suis aujourd'hui à Aix-en-Provence en compagnie de Julie Davicopain, journaliste et fille d'agriculteur qui est aujourd'hui à la tête d'Ombrea, une start-up agtech qui conçoit, fabrique et installe des ombrières intelligentes pour aider les agriculteurs à lutter contre la sécheresse. Vous allez le voir, son parcours est déjà hors norme, ça promet pour la suite. Bonne écoute! Donc bonjour Julie, je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui à domicile puisqu'on est toutes les deux à Aix-en-Provence au domaine de l'Arbois, au milieu des pins et des cigales. C'est là qu'est ton entreprise Ombrea, c'est là que vous avez vos bureaux. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots, qu'on sache un petit peu qui t'es ? Oui, donc je suis la cofondatrice et DG d'Ombrea. Donc en gros, moi ce que je fais... C'est très large, je serais incapable de décrire ma journée. Il n'y en a pas une qui se ressemble, j'imagine. Non, il n'y en a pas une qui se ressemble, ça va des gestions RH en passant par la stratégie, de la négo, réflexion sur les développements. Et en fait, je dirais en un mot, c'est vraiment anticiper tout ce qui va se passer. Ça marche. Bon, du coup, des journées bien chargées. Tout d'abord, je voulais faire un petit point d'actualité parce que quand j'ai préparé un peu ce podcast, j'ai vu que tu avais une grosse actu. Tu as été récemment élue présidente déléguée de la French Tech, du coup d'ici Aix-Marseille. Du coup, qu'est-ce que ça représente pour toi un peu ? Qu'est-ce que tu attends un peu de ce poste ? Enfin, quelle est ta mission là-dedans et qu'est-ce que tu comptes en faire ? Combien de temps ça va durer aussi peut-être ? C'est un vrai engagement, c'est une vraie volonté pour moi de représenter quelque part les startups de mon écosystème, de rendre un petit peu l'appareil de ce que l'on m'a donné dans le développement d'Ombrea et de faire en sorte que notre territoire soit attractif, que les startups aient les mêmes chances qu'ailleurs, avec des beaux investissements, des belles levées de fonds, des recrutements qui soient facilités. Donc en gros, moi je me vois vraiment sur le terrain auprès des startups à vraiment faire en sorte de les connaître très bien, connaître leurs problématiques et les faire remonter pour faire en sorte qu'elles puissent se développer vraiment dans de très bonnes conditions. Donc c'est faire le lien en fait entre ces startups-là et aussi les collectivités, enfin les institutions publiques locales. Tout le monde, tous les représentants, les partenaires, c'est très très large et il y a vraiment beaucoup de travail, mais je suis vraiment ravie d'avoir cette nouvelle fonction. Top. Donc pour revenir un petit peu à Ombrea, qu'on va détailler vraiment plus tard, vous, la problématique à laquelle vous répondez, c'est notamment la sécheresse. Alors après, on va voir que vous avez développé aussi d'autres sujets. Mais effectivement, aujourd'hui, et on l'a vu l'été dernier, on va voir comment ça se passe cet été, mais les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents. Aujourd'hui, hors Ombrea, dont on va parler après, comment est-ce que les agriculteurs déjà réagissent à ça ? Qu'est-ce qu'ils mettent en place en fait, pour faire face à ces épisodes de sécheresse en ce moment ? Je parlerai déjà des aléas climatiques en général. Oui. La sécheresse en fait partie, mais je pense qu'il faut voir la façon un peu plus globale. Ouais, exactement. Je vais surtout parler des cultures de plein champ, puisque c'est celles que je connais plus que les cultures sous serre. En fait, on s'est rendu compte que les solutions étaient assez vastes et assez peu de tech, je trouve. On va avoir des filets d'ombrage, par exemple, mais bon, c'est quand même très compliqué à installer, c'est coûteux, et en plus de ça, ça ne se module pas. Donc ça veut dire que vraiment, vous allez devoir installer ces filets-là, et puis les laisser une saison, et puis les enlever après manuellement. Donc c'est quand même pas très pratique, et ça fait de l'ombre tout le temps sur la plante, et la plante, elle a besoin de lumière aussi. Donc les solutions techniques sont incomplètes. Et en plus de ça, je dirais que le milieu agricole est plutôt désemparé face à ces aléas climatiques. Les assureurs aussi le sont. En fait, les solutions, elles sont là, mais c'est très compliqué d'y avoir accès, d'y voir clair. Et on se sent tellement démuni quand en quelques minutes, on peut risquer de vraiment tout perdre à cause d'un épisode de grêle, quoi. Donc c'est très frustrant.
Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des assurances du coup que peuvent contracter les agriculteurs en cas d'aléa climatique, quoi. Oui, mais c'est très peu souscrit. On est aujourd'hui à moins de 30% d'agriculteurs qui souscrivent à une assurance contre les risques climatiques. C'est vraiment très très minime, quoi. Ok, ça marche. Et donc, est-ce que vous, quand vous avez voulu trouver un peu des solutions pour lutter contre la sécheresse, donc on va le voir après, vous avez développé quelque chose de très tech. Il y a aussi des solutions beaucoup plus low-tech, comme, je sais pas, j'ai pensé à l'agroforesterie, par exemple, où tu as des arbres qui font aussi de l'ombre. Pourquoi ce choix, du coup, de partir sur quelque chose de très technologique ? Alors, j'aime pas trop dire qu'on est trop tech, je suis pas vraiment d'accord. Okay. Déjà, du fait de notre parcours entrepreneurial, on n'est pas des ingénieurs et nous, on est parti d'une problématique marché. Donc, en fait, nous, dès le début, ça a été focus, vente. Il faut tout de suite aller très vite sur la commercialisation. D'accord. Donc, l'outil, il est tech, oui, mais il est simple, il est robuste, il est efficace. Et c'est ce qui nous a permis d'aller rapidement le commercialiser aussi. Et par rapport à l'agroforesterie, on peut venir en complément, c'est extrêmement intéressant comme démarche, mais c'est long. Et toujours dans cette démarche de répondre rapidement aux besoins des agriculteurs, et ben en fait, c'est cette ombrière que l'on a créée, et la preuve en est, puisque au bout de 3 ans, on a réussi à développer un outil que l'on a vendu. Oui, ça c'est hyper important. Du coup, maintenant que vous avez creusé le sujet avec ton papa aussi, parce qu'il est cofondateur de l'entreprise, est-ce que tu es plutôt inquiète chaque été, tu te dis que ça va être de pire en pire et que même avec les ombrières, ça risque d'être compliqué, ou est-ce que tu restes quand même assez optimiste sur ce qui va se passer pour l'agriculture et surtout ici dans le sud où effectivement ça prend des ampleurs quand même assez importantes? Je suis hyper optimiste parce que oui, la situation, elle craint vraiment, elle craint de plus en plus et on s'en rend de plus en plus compte parce qu'on les entend les agriculteurs quand ils nous parlent. Enfin, je veux dire, il faut vraiment être aveugle pour ne pas entendre ces cris et ces signaux d'alarme. En revanche, je suis hyper optimiste parce que je trouve que les initiatives dans la tech, elles sont hyper nombreuses, surtout sur ces sujets-là. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elles seront aussi accessibles aux agriculteurs parce que il ne faut pas seulement développer des outils super tech et qui répondent à des problématiques si c'est pour finalement dire aux agriculteurs ok, voilà, j'ai l'outil qui va changer votre vie et vous permettre de mieux produire, mais en fait vous ne pouvez pas l'acheter parce que c'est trop cher. C'est pas du tout intéressant. Donc non, et c'est l'été, oui, j'ai peur tous les étés, mais j'ai peur aussi tous les hivers maintenant. On l'a vu là, l'hiver que l'on vient de passer, 2019-2020, il était extrêmement chaud. Nous on l'a vu, on travaille sur la pivoine notamment, où on sait que la pivoine a besoin d'avoir un capital froid l'hiver pour pouvoir fleurir dans de bonnes conditions au printemps. Et cette année, ça a été catastrophique parce qu'il a fait très chaud. Il a fait trop doux. Ça marche. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, sur l'ombrière, vous allez travailler autant sur les problématiques de soleil, été, sécheresse, que aussi sur ces problèmes de l'hiver. En fait, c'est très global. Disons que l'ombrière s'ouvre et se referme pour pouvoir moduler l'ombrage. En modulant l'ombrage, on module les paramètres climatiques qu'on choisit, en fait, la bonne humidité, la bonne température et la bonne lumière adaptée aux besoins de la plante à tel ou tel moment de l'année, donc à tel ou tel moment de son cycle de développement. Et c'est donc par conséquent qu'on arrive à travailler sur les phénomènes de sécheresse, mais plein d'autres paramètres aussi. On arrive à travailler sur la qualité, sur les teneurs en sucre, sur la quantité aussi. Donc c'est très global. Bah, du coup, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet parce qu'on commence du coup à en parler sans même l'avoir présenté. Donc toi, tu as créé Ombrea avec ton père qui est agriculteur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous vous êtes dit go, on se lance dans une entreprise tous les deux? Disons que moi, je me suis jamais rêvée entrepreneur. Du tout. J'avais une vision, je pense, très cliché de l'entrepreneuriat qui me parlait absolument pas. Donc moi, j'étais journaliste, rien à voir. Christian, donc mon père, effectivement, était agriculteur. Et l'été 2016, il a perdu un quart de sa production à cause d'un épisode de sécheresse. Il produit quoi, du coup? Il produit du feuillage coupé. Donc c'est une partie d'horticulture. Ça va être un peu toute la verdure que tu vas trouver dans les bouquets chez le fleuriste, quoi. Donc du laurier, ça peut être de l'eucalyptus, c'est très, très, très large. Et donc, il a perdu un quart de sa production à cause de la sécheresse. C'était pas la première fois. Et c'est vrai que ce sentiment de se dire, bon ben voilà, encore, et je ne peux rien faire, c'est horrible. Enfin, on se sent vraiment démuni. Et donc, à ce moment-là, il a cherché à se procurer un outil. Il a vu des choses qui existaient sur le marché. C'était contraignant, c'était cher, c'était pas adapté.
Et donc, forcément, quand on ne trouve pas ce qu'on veut, on imagine ce qui serait chouette de pouvoir avoir sur sa parcelle. Et c'est là qu'on en a parlé. Donc, Ombrea s'est créé vraiment sur la table du petit-déj en septembre 2016. Et ça a été vraiment le déclencheur où on s'est dit, il y a quelque chose, on fonce, go. Et on a quitté nos boulots respectifs pour pouvoir cofonder Ombrea. Alors du coup, tu vas nous expliquer un petit peu quelle forme concrète ça prend et peut-être aussi des notions de coût pour l'agriculteur. Donc c'est une ombrière qui s'adresse uniquement aux cultures de plein champ, donc les cultures d'extérieur. On va s'adresser au maraîchage, horticulture, viticulture, arboriculture aussi. Le système va s'installer au-dessus de ces cultures-là et on va avoir un système qui va coulisser, donc qui va s'ouvrir et se refermer de façon à moduler l'ombrage au sol. Et en modulant l'ombrage au sol, on va pouvoir apporter à la plante tous les paramètres climatiques dont elle a besoin pour grandir dans des bonnes conditions. Et pour savoir, on va dire, ce dont elle a besoin pour grandir dans des bonnes conditions, il suffit pas juste de se dire tiens, je vais faire de l'ombre ou là je vais la mettre au soleil. Il faut savoir quand est-ce que tu bouges les ombrières. Exactement, donc ça c'est le gros de notre travail. Okay. L'ombrière, on le voit vraiment comme un support. Nous, le cœur de notre activité, c'est toute l'intelligence que l'on va mettre derrière. Donc ça va être construire des modèles agro qui vont nous permettre d'avoir un modèle salade par exemple, et on va savoir que la salade dans tel ou tel cas de figure, elle va être menacée et il va falloir jouer sur tel ou tel paramètre dans son cycle de développement pour qu'elle puisse justement croître dans de bonnes conditions. Et donc on va croiser les modèles que l'on a développés avec la situation climatique sur la parcelle pour pouvoir faire en sorte d'apporter à la plante ce dont elle a besoin. Et donc, du coup, vous deux, vous n'étiez pas du tout ingénieurs, mais j'imagine que vous avez dû, dans vos recrutements, vous entourer de pas mal d'ingés. Oui, complètement, évidemment. Mais c'est très bien de ne pas être ingénieur, je l'assume complètement, parce que le milieu agricole, il s'aborde vraiment d'une certaine façon, et si on ne le connaît pas, c'est hyper compliqué d'aller vendre des outils aux agriculteurs. Aujourd'hui, nous, notre premier argument, c'est la confiance avec nos clients, puisqu'on sait, en fait, on connaît leur quotidien. Tous les gens qui travaillent chez nous connaissent aussi très bien le milieu agricole. Donc oui, on a embauché très vite des ingénieurs, des docteurs. Aujourd'hui, on est quasiment 30 chez Ombrea. Et on a levé un peu plus de 4 millions pour pouvoir justement aussi recruter ces profils à très haute valeur ajoutée et accélérer. Et c'est ce qu'on a réussi à faire puisqu'on a un outil qui est abouti qui tourne très vite. Ouais, ça marche. On en reparlera en plus tout à l'heure. Et justement, tu nous disais que ça se destine clairement aux cultures de plein champ. J'ai vu que vous aviez testé du coup sur du maraîchage juste à côté ici, en viti, et aussi sur les pivoines, on en parlait tout à l'heure. Comment vous avez choisi, est-ce que vous choisissez les cultures ou est-ce que c'est aussi les agriculteurs qui viennent vous voir et où du coup vous développez aussi des solutions avec eux? Pourquoi ces plantes? Comment ça se passe? C'est un peu tout ça à la fois. Déjà, toujours pareil, on part d'un besoin marché. On identifie des cultures qui souffrent ou alors qui représentent un gros marché pour nous. C'était le cas de la pivoine notamment, où on a vraiment travaillé dessus, la viticulture évidemment et le maraîchage. Et donc à partir de là, on fait toujours la même chose, des expés qui nous permettent d'avoir des résultats, de montrer que ça marche parce que évidemment, on ne va pas commercialiser un outil sans résultat. Personne ne va l'acheter sinon et puis, on n'est pas crédible. Le milieu agricole, un agriculteur, il a besoin de voir que ça marche pour acheter. Et c'est tout à fait légitime, on le comprend tout à fait. Donc, en effet, on met en place des expés, on engrange de la donnée, on a des résultats. Aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir témoigner de réelle augmentation de rendement agricole. Les derniers chiffres qui ont été certifiés avec l'Institut Astrodor qui travaille sur l'horticulture témoignent d'une hausse de 17% de rendement sur la pivoine. C'est énorme. Et ça, c'est pas Ombrea qui sort ces chiffres-là, c'est certifié par un institut indépendant. Donc, on est en mesure de présenter des résultats et donc d'accéder à ce marché-là. C'est toujours dans cet ordre-là que nous fonctionnons. Et du coup, par exemple, vous décidez de travailler effectivement sur l'horticulture. Vous associez avec Astrodor, c'est ça? Comment vous créez ces partenariats-là avec des instituts externes et comment ça se passe quand tu es une start-up, que tu dois avancer très vite et que finalement tu te retrouves à être aussi avec des interlocuteurs qui ne sont peut-être pas dans la même temporalité que toi? Comment vous gérez ça chez Ombrea? C'est hyper important d'associer les instituts. C'est hyper important parce qu'en plus ils sont en demande.
Ils les voient bien, les changements qui s'opèrent aujourd'hui dans le milieu agricole, et la tech les intéresse. Donc ils sont plutôt moteurs, moi je trouve, dans ces partenariats-là. Disons que en fait, les personnes qui vont gérer ça en interne sont des personnes qui ont l'habitude de travailler aussi du fait de leur parcours universitaire avec des instituts de recherche. Donc le dialogue est assez facile puisqu'ils parlent entre pairs. Nous, ce sont essentiellement nos docteurs en biologie qui travaillent avec eux, et ils ont tous fait des stages, ils ont tous bossé dans ce genre d'institut. Donc c'est très facile, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a aucun problème. Et les partenariats se montent assez facilement parce que, là encore, les instituts techniques sont pratiques. C'est vraiment leur spécificité. Et justement, ils sont en demande de pouvoir avancer des résultats sur des thématiques que les chambres d'agriculture, par exemple, leur font remonter. Et la gestion des risques climatiques en fait partie. Ça marche. Ça a un coût, du coup, c'est important, j'imagine, quand même, pour l'agriculteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de savoir combien de temps ça peut être amorti, si vous avez fait des études de rendement, du coup? Bien sûr. C'est un sujet essentiel, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour nous, et surtout qui étions issus du milieu agricole, ça n'avait pas de sens que de dire on a l'outil, mais en fait, il est invendable. Enfin, c'était absolument pas pertinent. Ça n'avait pas de sens. Aucun. Donc, ça a été notre priorité dès le départ de se dire comment on rend accessible aussi l'outil, parce que oui, c'est un investissement conséquent. Donc, je peux pas donner de chiffre parce que le chiffre va changer si on l'achète sur 2000 m² ou si on l'achète sur 3 hectares. Ça va pas du tout avoir le même... Exactement. Et ça va dépendre aussi du pilotage que l'on va appliquer sur de la vigne, sur de la pivoine, sur de la fraise. Ça change aussi. Mais oui, c'est un investissement qui est conséquent, qui chiffre vite. Donc, pour pallier ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé d'installer des panneaux photovoltaïques au-dessus des structures, puisque dans tous les cas, les structures sont en place. Donc, autant les mettre à profit et en faire quelque chose d'intelligent financièrement. Donc, l'énergie qui est produite va couvrir, soit si on vend directement à l'agriculteur sur des petites surfaces, ça va couvrir l'investissement de départ, ou alors on a un deuxième modèle économique qui est très pertinent aussi, c'est qu'on noue des partenariats. Et dans ces partenariats-là, on s'associe par exemple avec des énergéticiens qui exploitent toute la partie énergétique, et l'agriculteur a à sa disposition du coup un outil pour produire ses productions sans impact financier. C'est hyper intéressant tout ça, et ça permet aussi d'avoir une certaine circularité et intelligence jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant quelles sont justement les différentes étapes un peu d'installation du moment où vous rencontrez l'agriculteur jusqu'à ce que vous fassiez, je sais pas, les tests, enfin, je sais pas quel est le bout de la chaîne d'ailleurs, est-ce qu'il y en a une, mais voilà un peu les différentes étapes sur l'installation d'une ombrière. Oui, très important parce qu'on a vraiment une dimension de conseil aussi et de sur-mesure, forcément. Donc, en clair, chez nous, les commerciaux sont des agronomes, et l'idée, c'est de faire vraiment un diagnostic de la parcelle et des pratiques culturelles aussi de l'exploitant. Donc, on cherche vraiment à s'adapter à ces cultures, c'est-à-dire qu'on ne va pas se dire on met l'ombrière et la culture derrière, non. Enfin, c'est possible, mais disons que nous, on lui dit, c'est un support, c'est-à-dire que c'est la culture, et l'ombrière s'adapte à la culture et s'adapte à vous. Donc, on est capable d'installer des ombrières sur des cultures déjà en place, ça ne nous gêne absolument pas pour les installer. Et donc, on va étudier toutes ces pratiques, et c'est à partir de là qu'on va établir un protocole. Et ce protocole va se monter donc avec l'exploitant agricole. Ensuite, l'installation est faite, et puis il va y avoir, on va pas le laisser avec son ombrière en disant voilà, maintenant tu te débrouilles et puis on s'en va. Pas du tout. On a des visites régulières de nos agronomes sur le terrain pour l'accompagner aussi dans sa gestion de la culture. On se voit vraiment comme un accompagnant du début à la fin. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a mis en place une application qui permet de façon individualisée à l'agriculteur de se connecter et de voir les relevés, on va dire, qui ont été faits par les capteurs qui nous aident à faire fonctionner la machine. Mais lui, on lui met à disposition parce que c'est hyper intéressant pour lui de savoir quel est son taux d'hygrométrie, savoir s'il y a besoin d'arroser et de voir l'impact aussi de l'ombrière sur les cultures avec une visualisation caméra. C'est un vrai plus, et ça, c'est vraiment très apprécié par les clients. Et puis qu'ils prennent aussi un peu en main l'outil complètement lui-même, quoi. Très intéressant. Il y a du coup beaucoup de R&D dans votre entreprise. Enfin, j'imagine que là, vous continuez toujours, mais ça a le gros, on va dire, effet pour commercialiser quelque chose. La technologie, il a fallu la développer. Je sais que c'est toujours une problématique quand on lance une entreprise avec comme ça beaucoup de recherche, etc. Au départ. Comment, du coup, vous avez démarré? Comment vous avez financé aussi tout ça? Parce qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure, vous n'êtes pas ingénieurs tous les deux, donc vous ne pouviez pas juste allouer du temps à ça, il fallait directement investir. Comment ça s'est passé, du coup? Recherche de financement. Ça a été déjà d'être incubé. Donc, c'est hyper important. Être incubé dans un incubateur thématique. Là,
pour nous, c'était des clean tech. Et ça nous a permis d'être mis en relation avec les bons interlocuteurs chez BPI, les bons interlocuteurs auprès des banques qui sont familiers avec l'innovation et les sujets hardware, qui mêlent un peu de soft aussi. Et ça nous a permis d'aller vraiment taper au bon guichet et d'avoir les dossiers qui passent. On n'a pas eu de refus, donc ça a été un vrai plus. On a gagné du temps, mais c'était vraiment incroyable. C'est rare, je pense, que ça se passe de manière fluide. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a rencontré les bonnes personnes. Je pense que c'est vraiment ça. Et aller directement au bon guichet, mais ça fait gagner un temps incroyable, de l'énergie aussi, et ça a permis du coup d'avoir rapidement des financements pour pouvoir recruter. Alors ça a été du bureau d'études au début, après ça a été des personnes qu'on a internalisées, exactement. Donc oui, ça a été progressif, mais pour te donner un chiffre, l'Ombrière aujourd'hui, on en est à sa V5. On a fait 5 évolutions d'Ombrière, ce qui est quand même énorme parce qu'on est sur des outils qui sont volumineux, qui représentent des investissements assez lourds au stade du prototypage. Donc ça a été un vrai investissement, oui. Ça marche. Et puis j'imagine qu'aussi ça rassure beaucoup de voir que ça se passe de manière aussi fluide. Tu te dis, j'ai réussi à convaincre directement comme ça beaucoup d'interlocuteurs différents et ça donne aussi un peu des ailes pour continuer, quoi. Ce qui a rassuré, je pense, c'était justement le fait qu'on maîtrisait notre marché. Ouais. Et on connaissait les agriculteurs et leurs attentes. Ouais, c'est ça. C'est ce qui vraiment nous a donné un coup d'avance et qui a rassuré tous les financeurs. Et du coup, ce qui était super, c'était qu'en ayant les prototypes, on a les clients qui venaient. Donc, avant même de commercialiser, on avait déjà des clients qui étaient prêts à l'acheter. Donc ça a été un gain de confiance énorme et on a pu prouver que oui, la demande, elle était bien là et que les agriculteurs étaient prêts à investir dans des systèmes comme les nôtres. Ça marche. Et pour terminer vraiment sur la partie Ombrea pure et dure, je dirais, juste une petite question d'actualité aussi. Est-ce que la crise sanitaire, ça vous a un peu impacté ? Si oui, comment ? Au-delà du fait que j'imagine que vous avez tous télétravaillé, mais comment aussi tu as appréhendé là, les prochains mois ? Alors, on télétravaille tous tout le temps, donc finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Disons que non, on a eu de la chance parce que, mais c'est le cas de beaucoup de startups du monde agricole. Alors déjà, on est des startups, donc on a l'habitude d'être agile et de switcher quand il y a une difficulté. Donc, on a une capacité de réactivité qui est assez forte, mais ça, c'est pas uniquement nous, c'est, on va dire, le fait d'être une start-up. Ensuite, on s'adresse au milieu agricole qui n'a pas été confiné, qui n'a pas arrêté de travailler pendant la crise. Donc nous, en tout cas, nos clients ont tous été sur le pont avec d'ailleurs de grandes difficultés parce qu'ils ont eu du mal à sourcer de la main-d'œuvre pour pouvoir justement couvrir, on va dire, la demande. Certains ont été plus en difficulté que d'autres, je pense notamment aux horticulteurs au début qui ont dû jeter beaucoup de marchandises. Ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que tout repart. La reprise est très forte. On n'a pas eu d'annulation de commandes. Donc nous, on va dire que les choses ont été fluides. On a continué à signer des contrats pendant le confinement. Disons que ce qui est un petit peu embêtant, c'est comme tout le monde, c'est que ces 2 mois nous ont fait ralentir, quoi. Donc ça veut dire que ces 2 mois, il va falloir qu'on les rattrape un petit peu ces prochaines semaines, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon, effectivement, globalement, et le secteur agricole continuer à tourner. Et du coup, les clients sont quand même encore là et ça, c'est hyper important. Merci, du coup, ça permet de mieux comprendre effectivement comment fonctionne l'entreprise. Maintenant, on va peut-être un peu plus aussi parler de toi. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours avant de créer Ombrea, justement ? Tu nous disais que tu étais journaliste tout à l'heure. Oui, donc... Alors, moi, c'est très important, je suis originaire de la région d'Aix. D'accord. Donc, j'ai grandi ici, à la campagne, et j'ai eu très envie, très vite, de partir de la campagne pour aller à l'opposé, c'est-à-dire Paris, et de me retrouver n'importe où en ville dans une tour. C'était mon rêve, quoi. Ce qui était assez improbable quand je regarde aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas. Ouais, c'est clair. Bon, la preuve, c'est que je suis vite revenue quand même. Ouais. Et donc, au niveau de mes études, j'ai fait une prépa lettres, une hypocagne, une cagne. Après, j'étais à Assas en droit et j'ai été journaliste. Je suis passée par le CFJ, notamment une école de journalisme à Paris. J'ai travaillé chez Radio France et CNews à la fin, où j'étais journaliste politique. J'ai notamment couvert la dernière présidentielle, avant de quitter justement mon CDI pour justement le lendemain du 2e tour avec l'élection d'Emmanuel Macron. Je suis allée quand même jusqu'au bout et pour me consacrer en full-time chez Ombrea.
Et du coup, t'es revenue en fait depuis Paris, t'es revenue à Aix. J'ai déménagé, Ça a été quoi un peu la réaction justement de tes proches ou peut-être de tes amis de Paris? Enfin, est-ce qu'ils ont compris la catastrophe? L'incompréhension totale. En plus, j'avais fait des études qui étaient sélectives où c'était le journalisme, c'est un milieu, c'est dur quand même de faire sa place. J'ai eu la chance de faire une bonne école et en plus, j'étais en CDI juste après ma sortie de l'école, donc en réalité, j'avais une position qui était plutôt confortable. T'es restée combien de temps du coup? T'as fait combien de temps journaliste? J'ai été 4 ans journaliste, donc assez peu, mais j'avais la chance quand même d'avoir une situation très stable par rapport à mes copains. Et donc ça a été l'incompréhension totale. En plus, au tout début, ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais t'es complètement n'importe quoi, parce que je me suis retrouvée dans des tout petits bureaux mais on n'avait rien quoi, zéro contact, et quitter une carrière qui commençait pour un bureau de 2 personnes avec juste une idée sur un bout de papier et de se dire bon bah ok, il va falloir chercher 1 million d'euros. Ok, bon bah par où on commence quoi. Voilà. Bon, au moins, tu peux leur dire, écoutez, je vous laisse ma place chez CNews, un petit CDI qui se libère, battez-vous. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, cette expérience-là de journaliste, elle t'apporte quelque chose dans ton quotidien chez Ombrea? Ouais, complètement. Je pensais pas au début. J'ai eu une grosse crise de légitimité quand même au début de ma vie d'entrepreneur. Ouais. Et finalement, c'est une énorme force que d'avoir fait ce métier-là avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une formation qui est très généraliste. On sait beaucoup de choses sur plein de choses, mais jamais énormément dans les détails techniques. Ce qui me permet en fait de passer d'un sujet à l'autre dans mes journées d'entrepreneur. Et c'est le cas à tout entrepreneur. En fait, on passe du coq à l'âne tous les jours. Et j'arrive à garder cette agilité d'esprit de passer de l'un à l'autre tout en maîtrisant les fondamentaux. Je pense aussi que ça a été un vrai atout dans toute la construction et le développement de marque aussi d'Ombrea. D'avoir cette vision-là, ça a été assez structurant, et cette prise de recul aussi qui m'est très utile. Après, quand on me dit, j'ai eu droit à toutes ces questions, non mais qu'est-ce que tu fais là, t'as pas ta place, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on a démontré le fait qu'on avait raison d'être là et qu'on avait toute notre place. Mais je me rends compte aussi qu'être entrepreneur, ça s'apprend sur le terrain, quoi. Il n'y a pas de formation pour être chef d'entreprise. Il y a des fondamentaux qui sont là en amont, bien sûr, évidemment. Mais aujourd'hui, on a les ressources pour pouvoir s'entourer aussi de personnes qui peuvent nous accompagner sur certains sujets techniques. Donc oui, être entrepreneur, prendre des bonnes décisions et en fait, c'est se poser tout le temps des questions, et ça, je pense que c'est plus la personnalité qu'une réelle formation. Ouais, c'est sûr. Et justement, sur ce sujet aussi du choix de l'entrepreneuriat, toi, j'imagine que c'était aussi une volonté d'agir et effectivement de résoudre le problème de ton père, et qui est le problème de pas mal d'agriculteurs. Pour toi, ça a été tout de suite aussi, et pour vous deux d'ailleurs, l'entrepreneuriat comme étant le meilleur moyen d'agir pour les agriculteurs? Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que je me suis pas dit je vais être entrepreneur, quoi, parce que j'étais très mal à l'aise une fois de plus avec ça. Je me sentais pas du tout C'était pas ton milieu. Non, et puis j'avais une image vraiment très caricaturale du gars qui allait avoir 55 ans avec son costume brillant et sa petite cravate très propre, et je m'identifiais pas en tout cas à ce milieu-là. J'avais tort évidemment, parce que il y a différentes façons d'entreprendre et c'est très riche. Mais non, on s'est pas dit tiens on va entreprendre, on s'est dit on passe à l'action. Alors en fait, c'était un acte d'entreprendre, justement un acte d'entrepreneuriat. Donc oui, ça a été une façon de se dire go quoi, on y va, il y a une opportunité, et on s'est pas posé de questions et on s'est vraiment lancé à fond dedans, quoi. Et le business est venu tout de suite derrière, et au final tu te retournes et tu te dis ah ouais tiens, j'ai monté une entreprise. Oui, c'est ça, voilà. Avec beaucoup de travail et beaucoup de nuits blanches et des week-ends passés en dehors de la maison, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Donc aujourd'hui aussi, ça fait combien de temps du coup que tu as lancé Ombrea? Alors on va bientôt fêter notre 4e bougie là, à l'automne. Okay, ça marche. Et qu'est-ce que tu as le plus appris justement depuis 4 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, où tu t'es dit waouh, je pensais pas que ça se passait comme ça, ou que moi j'allais être comme ça, ou... À peu près tout. C'est génial, j'ai tout découvert, et je continue encore. Alors comme on est aussi issus du milieu agricole, on est des gens très terre à terre avec Christian, donc en fait on ne sort jamais champagne, on n'est jamais en mode effusion de joie, c'est incroyable, on est les rois du monde, jamais. En fait on regarde toujours ce qui va arriver, donc je pense que ce que ça nous a appris, ou plutôt ce que ça a renforcé le fait d'entreprendre, c'est de garder les pieds sur terre et de se dire que tout reste à prouver. Moi aujourd'hui j'estime qu'on est des bébés et que tout est à faire, en fait, on a tout à construire. C'est ce que j'essaie aussi d'insuffler au sein des équipes, c'est de se dire on ne fanfaronne pas, jamais, on reste super modeste, on reste super humble, et on prouve, parce qu'on a tout à prouver aujourd'hui, et il ne faut pas qu'on se plante. Donc c'est vraiment, on va dire, oui, de cette...
je sais pas si on peut parler de modestie, mais plutôt, oui, de terre à terre et garder toujours cette tête froide. Et puis ce que j'ai appris et qui m'a surprise aussi, c'est de se rendre compte qu'en fait on a été capable de faire ça. Et ça, c'est énormément de fierté aussi, et c'est très challenging de se dire punaise, on a fait ça, c'est dingue. Enfin, quand on ouvre la porte le matin et que je vois toutes ces têtes qui me regardent, et de se dire mais on a fait ça, mais c'est incroyable. Et c'est extrêmement gratifiant aussi de se dire que l'on va pouvoir impacter, c'est-à-dire que d'une idée en tête, elle est chez des gens aujourd'hui. Elle est chez des agriculteurs, elle marche. Et ça, c'est assez dingue de se dire que ça s'est concrétisé, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, aujourd'hui, ton père, il a gardé son exploitation. Comment vous répartissez les rôles entre vous deux pour gérer justement Ombrea ? C'est très important qu'il ait gardé son exploitation, parce qu'on avait besoin de garder encore ce pied dans le milieu, et de sentir quand il y avait des problèmes, et ça nous permet d'être vraiment très réactifs à n'importe quelle situation. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Il te dit là, en ce moment dans les champs, il se passe ça. Je pense que tous les clients, ils ont la même chose. Exactement, ça nous permet d'être super actifs, donc c'est top. Ouais. Alors, bon, il a pris un associé, donc ce qui fait que l'associé quand même est beaucoup plus présent que lui sur le terrain agricole. Clairement, on peut pas tout gérer. Non, c'est pas possible. Enfin, on est trop nombreux ici. Donc, alors, chez Ombrea, c'est ça qui est assez particulier, c'est que souvent, quand on a deux cofondateurs, il y en a un qui va être sur une partie plus opérationnelle que l'autre. Mm-hmm. Nous, on est vraiment deux CEO et on l'assume complètement. C'est-à-dire qu'on va se séparer très bien les tâches. Lui, il va être vraiment sur du développement stratégique, commercial, financier, structuration. Et moi, je vais vraiment être sur toute la partie... j'adore les négos, tout ce qui va être contrat, stratégie de développement, grand compte. Et un peu de RH, évidemment, aussi. Donc, en fait, c'est très complémentaire. Mais on va dire qu'on fait un CEO en deux, quoi. Ça marche. Du coup, comment ça se passe au quotidien ? Enfin, moi, quand j'ai vu ça, et je pense que ça surprend un petit peu tout le monde... Enfin, je pense j'adore mon papa, mais je pense que j'aurais clairement jamais pu créer une boîte avec lui. Du coup, comment vous gérez ça, ou même la vie pro, la vie perso, quand vous voyez le week-end en famille? Enfin, c'est quand même assez. J'avais jamais entendu ça. En tout cas, je sais pas si tu as des exemples d'ailleurs de boîtes que tu connais qui se font comme ça en famille. Il y en a, j'ai vu, mais... Ouais, couple, il y en a frères, beaucoup. Sœurs, peut-être aussi. Ouais, aussi. Ou souvent, c'est du même sexe. On va avoir mère-fille ou père-fils, ça se fait beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais tout ce qui... mère-fils, j'en connais pas, et père-fils, j'en connais pas. Bon. C'est un vrai sujet. Moi non plus, je m'imaginais pas bosser avec mon père. C'était vraiment pas dans mes rêves. Mais une fois de plus, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est l'opportunité qui a fait que... Et en fait, moi, je pense que ce qui fait que ça marche bien entre nous, c'est que déjà, on se connaît par cœur. Ouais. La confiance est là, et entre associés, c'est hyper important. On partage la même stratégie. Et surtout, en fait, je ne bosse pas avec mon père. Je bosse avec mon associé. Je l'appelle par son prénom. Au bureau, on parle que de bureau. À la maison, on parle que de maison, enfin de perso. Vous avez vraiment réussi à faire une frontière. Ouais. La frontière, c'est un mur de Chine, mais géant, qui n'est jamais franchi. Et puis c'est hyper important, parce que la famille autour a besoin aussi de sentir que elle n'est pas cassée avec cette... Il n'y a pas de risque aussi, parce que ça devait être un peu une peur de dire si ça se passe mal, votre boîte, vous éclatez tout le monde, quoi. Ça, c'est clair, ça peut être un vrai risque. Donc cette question de dire c'est que du travail, elle est là. Et puis surtout, moi, ce que je me dis des fois, c'est que je me dis, mais mon Dieu, comment je parle à mon père, en fait. Parce que, effectivement, au bureau, je le parle comme un associé, donc c'est franc. À un moment donné, il me le dit, tu déconnes. Je lui dis, tu déconnes, ou tu m'embêtes. Enfin, tu vois, à un moment un peu plus vulgaire, mais voilà. Mais tant mieux, c'est très bien, parce que c'est nécessaire, mais c'est quelque chose que je ne dirais jamais à mon père. C'est-à-dire que le week-end, il reprend le rôle de mon papa, et là, ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est Christian Davico, associé d'Ombrea, que je connais très bien, parce qu'effectivement, il y a un lien familial, mais le lien familial, il fait juste qu'il y a une confiance. Mais c'est tout. Bravo, parce que je pense que c'est pas évident de construire cette relation aussi claire avec des membres de sa famille, donc c'est assez incroyable que ça fonctionne. Et je pense que ça, à partir du moment où tu as trouvé en fait la bonne manière de fonctionner, effectivement ça peut être hyper puissant, parce que comme tu dis, tu as une super confiance avec cette personne, quoi, et tu la connais par cœur, et il n'y a pas besoin de trop parler des fois aussi, c'est exactement ça. Tout de suite, quoi. Et ça, c'est magique. Du coup, il y a ton père qui est CEO aussi, et puis après, il y a du coup tout le reste des 30 personnes qui bossent avec vous. Donc, maintenant, tu as une entreprise, donc tu es devenue aussi manageuse. Quel chef d'équipe tu penses être, et est-ce que c'est quelque chose que tu aimes de gérer, animer ces équipes ?
Ouais, j'adore ça. J'adore insuffler une vision surtout. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et dans ma manière de faire, alors, ça c'est ce qu'on m'en a dit. Oui, c'est toujours dur de s'auto-juger là-dessus. Je suis quelqu'un de très exigeante et très dur. Ça, c'est ce qui revient beaucoup. J'ai besoin que les choses soient extrêmement rigoureuses, carrées, et que le niveau d'exigence est très très haut. Et ça, tout le monde le sait ici. En revanche, je suis juste et bienveillante, c'est-à-dire que j'aime énormément valoriser les personnes qui travaillent bien et qui s'impliquent. Donc en fait, chez moi, du moment où on est bosseur, où on est rigoureux, on a envie de bien faire, et ben à un moment donné, tout peut s'envoler et c'est très facile de se retrouver très haut chez Ombrea. Donc on va dire qu'on est sur oui, de la confiance. D'ailleurs, tu le vois, ça s'entend pas, mais autour de nous, les bureaux sont calmes. C'est-à-dire que chez moi, il n'y a pas d'effusion de cris, il n'y a pas d'engueulade. J'ai besoin de cette ambiance bienveillante, peace, où on se sente vraiment paisible. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est de la confiance et il faut que les collaborateurs, quand ils viennent travailler le matin, ils se disent qu'ils vont ils vont être jugés, comme partout, dans n'importe quelle boîte, mais sur des vrais fondements. Ça va pas être de tu m'aimes bien, je t'aime pas, et c'est pas ça qui fait qu'on est bien vu par ces managers. C'est la qualité du travail rendu, le niveau d'exigence et surtout l'implication qu'on y met. Et comment, du coup, j'imagine que vous avez recruté beaucoup, enfin, l'équipe, elle est passée un peu de 0 à 30 très vite. Comment vous faites pour garder un peu cet esprit d'équipe et un peu soudé et de start-up aussi quand même? Ouais, déjà à la même période, l'année dernière, on était 10, donc voilà, c'était un peu violent l'arrivée de tout le monde. Alors, ça a été par plusieurs paliers. Je dirais que ce qui soude tout le monde ici, c'est les valeurs. Les valeurs d'Ombrea ne changent pas et restent toujours les mêmes. On est hyper engagés, que ce soit sur les questions environnementales, que ce soit aussi, je dirais, toutes les questions en lien avec l'environnement, qui vont être en lien aussi avec la bienveillance. Ça va être de faire en sorte que, oui, on est une femme et on travaille dans une start-up tech et on n'est pas discriminé et on se sent bien quand on va travailler dans un milieu plutôt masculin. Ça va être de s'ouvrir aussi sur notre marché. Donc, on incite aussi tout le monde à aller à la rencontre du milieu agricole. On a par exemple un collaborateur qui, pendant cette période de confinement, a pris une semaine de vacances pour aller dans les champs aider des agriculteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on incite énormément à faire ça. Et puis, au niveau du staff, donc, il a fallu effectivement un petit peu cadrer les choses. Donc, on a mis en place un comité de direction. Donc, on a un directeur des opérations, un CTO qui permettent aussi, on va dire, de structurer et de manager un petit peu plus les équipes opérationnelles. Ça marche. Et dernière question, parce que j'en ai un petit peu entendu parler quand j'ai fait des recherches sur toi. Tu l'as dit, on est dans un milieu, et moi je le vis aussi, hyper masculin. En plus, on est jeunes toutes les deux. Moi, je sais que ça a pu, parfois, ça va, c'est pas quotidiennement, mais en tout cas, parfois, effectivement, on te fait sentir que on aimerait mieux parler à un mec en costard-cravate de 50 ans et que ça ferait plus sérieux. Toi, comment tu fais pour en faire aussi une force? Et voilà, après, je veux pas que tu me racontes des anecdotes d'obstacles ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que ça a forgé un peu comme mentalité chez toi? Dans le milieu agricole, déjà, je le sens pas, moi, cette question de discrimination, oui, ou en tout cas qu'on remarque que je suis une femme et que c'est pas habituel. Ça, je le remarque pas du tout parce que les exploitations agricoles, elles sont souvent mixtes, gérées en famille avec des femmes, des hommes. Donc, ça, c'est pas trop le sujet. Mais dans le milieu de la tech, le boulot, il est immense à faire. Enfin, ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce que ça implique de mon côté, sachant que j'ai 28 ans, oui, c'est un énorme travail de confiance, c'est-à-dire que en fait, je ne me pose absolument pas la question d'être une femme ou un homme, j'y vais comme je fais ma vie comme je la ferais n'importe comment, donc je fais pas attention. C'est vrai que le risque, ça aurait été de se dire j'arrête de me maquiller, j'arrête de m'habiller super féminine pour rentrer un peu plus dans le moule et me calquer un petit peu dans mon environnement. Ça n'a pas été le cas, j'ai fait le choix de rester fidèle à celle que je suis, et donc c'est hyper important, important. Je pense que tu craques au bout d'un moment. C'est terrible, quoi. Et donc ça se traduit par quoi? Je pense que ça a changé pas mal de choses chez moi, où je suis beaucoup plus affirmative. D'ailleurs, mes proches me le disent, je suis beaucoup plus
beaucoup plus tranchante, beaucoup plus, peut-être un peu plus dure qu'avant, ouais, ça c'est clair, où je vais jamais me laisser faire, je vais regarder droit dans les yeux, je vais pas lâcher le regard, et puis je vais parler fort, je vais prendre de l'espace en fait, quelque chose que je ne faisais pas ou moins avant, ça va être cette assurance-là d'être présente dans l'espace et pas être en retrait quand on est dans une table, au sein d'une table où il y a que des mecs qui font que parler. Je me laisse pas couper la parole, je reprends la parole, je coupe, enfin voilà, comme n'importe quel homme le ferait à ma place. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Du coup, on arrive à la fin de l'interview. Merci pour toutes ces réponses, c'était hyper intéressant. Et du coup, si les gens veulent en savoir un peu plus, vous avez un site internet ombrea.fr. Exactement. Ou Twitter, voilà. LinkedIn, voilà. Tout ça. La totale. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Un grand merci d'avoir écouté le 5e épisode de Futur Agri. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux de la ferme digitale. Merci également à Julie pour cet échange passionnant et engagé sur de multiples fronts. Ça donne toujours beaucoup d'énergie de rencontrer des personnes de ma génération aussi passionnées et engagées. Je me rends compte aussi de la chance que j'ai d'être au cœur de ce bouillonnement d'idées et de solutions pour faire face aux enjeux du XXIe siècle. Et c'est bien sûr un immense plaisir de partager tout ça dans le podcast. Pour être informé des prochains épisodes, vous pouvez suivre la ferme digitale sur les réseaux sociaux. Je crois également savoir que vous pouvez beaucoup nous aider en notant le podcast avec plein d'étoiles. Et à très bientôt pour de nouvelles rencontres avec des personnes qui font l'innovation dans le secteur agricole.